Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 1er janvier 1515, voilà une date pas très difficile à retenir. Le 1er janvier 1515, François de Valois, comte d'Angoulême, devient le roi François Ier. Et à travers ce jeune homme de 20 ans, qui est grand, qui est beau, qui est brillant, et qui succède, disons-le, à un moribond, son beau-père et cousin, le roi Louis XII, on peut dire que c'est une nouvelle branche de la dynastie des Valois qui accède au trône. Les vœux du peuple de France accompagnent ce gentil souverain. On le trouve vraiment formidable. Et d'autant plus que 9 mois plus tard, c'est ce roi frais et moulu qui va remporter à Marignan une victoire herculéenne, véritable coup d'envoi de ce règne tellement prometteur. Jamais depuis longtemps, un monarque n'avait connu pareille popularité en France. François, premier du nom, Monsieur François, qui était tout François, dira le rapporteur des États généraux de Tours. Ce François apparaît comme une sorte de demi-dieu venu prendre en main les destinées du royaume de Saint-Louis. Marignan, 1515, à l'époque où on apprenait les dates à l'école, tous les écoliers ont remâché ces mots, tous les Français ont ressassé les images de la victoire de Marignan, aussi connue que le portrait en majesté du roi par François Clouet, aussi connu que la salamandre, ce flamboyant emblème qui orne les cheminées de Chambord, qui orne la galerie de Fontainebleau. Dans le grand imagier national, le nom de François Ier se confond avec celui de la Renaissance, efflorescence des arts, rayonnement des lettres, jubilation d'un royaume en plein essor face au vieil empire tout étiolé, tout rapiécé de Charles Quint. Qui se rappelle les prémices de ce coup d'essai, de ce coup d'essai, coup de maître, on pourrait dire? Qui se souvient que François, orphelin de père, avait été porté à bout de bras par sa mère et servi et adulé par sa sœur unique, Marguerite, la Marguerite des Marguerites, qui a conservé le souvenir de la joyeuse bande entourant ce jeune homme imbu de lui-même et lui apportant la victoire inaugurale sur une sorte de plateau de vermeil. Cette victoire, en vérité celle du connétable de Bourbon, bien aidé, disons-le, par les Vénitiens, cette victoire sur les mercenaires suisses ne fera qu'enfermer François Ier dans ses certitudes et elle lui donnera pour l'ensemble du règne qui va suivre, c'est-à-dire ça va durer encore pendant plus de 30 ans cette affaire, elle va lui donner l'envie de revivre ce moment de griserie et désormais, François n'aura de cesse de combattre à nouveau l'Empire et d'asseoir son emprise sur le Milanais, véritable leitmotiv de sa politique étrangère. En cela, on peut dire de Marignan que ça aura été un succès assez fatal. Marignan a donné au trop jeune roi une trop grande confiance en lui et lui a donné surtout l'envie de désormais constamment en découdre avec ceux qui pourraient vouloir attenter à la gloire et au prestige d'un règne qu'il aurait voulu définitivement victorieux. Les deux grands événements qui vont découler directement et indirectement de cette victoire de Marignan, ce sont le Concordat de 1518, qui aura notamment pour effet de transformer la majorité des prélats de France en piliers de cour et de salon. Et ça, c'est fondamental dans l'histoire même de l'Église de France, mais plus généralement peut-être de l'Église universelle. Et puis, le Concordat, c'est ce qui va instaurer le régime de la commande, les abbés commendataires, c'est-à-dire qu'on va nommer pour les revenus que procurent les abbayes un certain nombre de courtisans à des postes ecclésiastiques. Et ça, c'est le début de la France monastique, le début de la fin, je veux dire, de cette France monastique. L'année suivante, on a la candidature de François au trône du Saint-Empire, puisqu'après tout, il est le vainqueur trop facile de cette bataille de Marignan. Pourquoi ne deviendrait-il pas lui-même l'empereur? Sauf que vous savez ce qu'il va en être de cette histoire. On va dépenser énormément d'or. En face, le concurrent de François Ier, Charles d'Espagne, qui est pourtant encore plus jeune que lui, ne va dépenser que des lettres de change attirées sur la banque fugaire d'Augsbourg. La différence, c'est que les lettres de change vont être efficaces. L'or des Français ne le sera pas. C'est Charles qui est élu empereur, c'est Charles qui devient Charles Quint, et du coup, François Ier lui en veut et lui en voudra toujours. Franck Ferrand sur Radio Classique.
On n'a pas assez souligné peut-être l'intelligence et le caractère de la mère de François Ier, qui est le véritable détenteur du pouvoir pendant les 16 premières années du règne, cette Louise de Savoie, dont l'influence sur la monarchie française n'en sera pas moins néfaste. N'oubliez pas, par exemple, que c'est elle qui a institué le trésor de l'épargne, en fusionnant littéralement la cassette privée du roi et le trésor national, avec toutes les conséquences que ça entraînera, non seulement sous le règne de François Ier, mais sous tous les règnes qui suivront, jusqu'à la Révolution française. On pourrait presque dire, en tirant un peu la couverture, on pourrait presque dire que la Révolution française est le fruit tardif de cette mauvaise plantation. On peut dire qu'avec Louise de Savoie, c'est la fin de la monarchie tempérée d'une certaine manière, et que c'est le début de ce qu'on appellera bientôt la monarchie absolue. Faut pas l'oublier, ça. Alors, bien sûr que Louise de Savoie a eu un rôle essentiel dans ce règne, ça ne doit pas pour autant exonérer François Ier des responsabilités qui sont les siennes lorsqu'il va voler de drames en abus et d'échecs en déconvenus. J'ai détaillé dans un livre que j'avais fait paraître il y a 8 ans pour le 500e anniversaire de l'avènement du roi François, toutes les erreurs qui en 1525 devaient conduire François Ier à la défaite historique de Pavie. Le roi capturé, vous imaginez ça, reclus en Espagne à la merci de son grand adversaire et ennemi même, Charles Quint. Ça devait contribuer beaucoup à la déstabilisation du régime, mais aussi à la déstabilisation de l'ordre social en France et de l'ordre religieux. Avec cette ponction phénoménale de 2 millions de livres dont le pays va mettre des générations à se relever. François Ier aurait sans doute mieux fait à cette époque-là d'abdiquer, seulement sa mère a préféré le maintenir en selle. Et vous savez ce qu'ils ont décidé l'un et l'autre, c'est l'envoi en Espagne en otage, en échange du roi qui avait été capturé, des 2 fils aînés du roi, François et Henri. Henri, celui qui deviendra plus tard le roi Henri II. Vous imaginez ces 2 gamins de 6-7 ans, 7-8 ans, qui vont se retrouver littéralement captifs, surtout que, sitôt rentrés en France, le roi François n'a rien de mieux à faire que de constituer contre Charles Quint cette ligue de Cognac qui fait voir rouge à l'empereur et qui va transformer les otages d'État qu'étaient François et Henri en véritables prisonniers qui vont subir une détention terrible. D'ailleurs, devant l'incapacité pure et simple de son fils à conclure une paix quelconque avec son adversaire obsessionnel, c'est madame elle-même qui devra prendre son bâton de pèlerin et s'en aller conclure avec Marguerite d'Autriche à Cambrai, cette paix fragile qui du reste est entrée dans l'histoire sous le vocable de paix des dames. C'était en 1529 ça. Après la mort de Louise de Savoie, qui intervient en septembre 1531, Louise de Savoie était obsédée par les maladies en général et la peste en particulier. Eh bien, c'est la peste qui va la rattraper, si je puis dire, alors qu'elle était en train de fuir Fontainebleau pour y échapper. Elle meurt donc en septembre 1531. Et à partir de là, la cour royale, va se diviser en coteries inconciliables avec des conséquences effroyables pour la politique du royaume. François Ier est complètement sous la coupe de sa favorite, la nouvelle favorite, parce qu'il a renvoyé comme une malpropre celle d'avant, la pauvre Françoise de Chateaubriand, pour élire, si je puis dire, Anne de Pisseleu, qui va devenir duchesse d'Étampes. Il est manipulé par la Pisseleu et par ses confidents, et notamment par le connétable de Montmorency, par l'amiral Chabot de Brion, qui est assez proche du reste de la duchesse d'Étampes. Il va se montrer incapable de faire la paix avec Charles Quint, ça forcément, incapable de régler le problème de la réforme naissante qui, pendant sa captivité en Espagne, a pris un tour assez grave. Et il va devenir d'un seul coup, après s'être montré très conciliant sur les conseils de sa sœur, il va se montrer d'une violence et d'une brutalité incroyable, on peut dire surprenante, très peu habile aussi à intégrer les innovations comme l'imprimerie, dont il ne tient quasiment aucun compte. Il va d'ailleurs censurer l'imprimerie et l'interdire. Incapable également à tirer parti de sa famille, de ses commis, de ses alliés. Bref, parmi les très nombreux exemples des désastres de la politique religieuse de François Ier, j'ai déjà parlé à ce micro de l'affaire des placards à l'automne 1534 et de ses terribles conséquences. On parle là rien moins que des origines des guerres de religion quand même, que le roi avait tout à fait les moyens d'enrayer. Il pouvait même éviter le schisme et il ne l'a pas fait. Parmi donc ces exemples de persécution, permettez-moi de m'attarder un petit moment sur le sort des Vaudois.
Vous écoutez Radio Classique. C'est vers la fin du règne qu'intervient le massacre des Vaudois, mais je vous en dis un mot pour vous donner une idée des erreurs qu'a pu commettre François Ier et de l'importance des dites erreurs. 3000 personnes, en l'occurrence, dont beaucoup de femmes, d'enfants, de vieillards, exterminés pendant 5 jours. Beaucoup de femmes violées, les survivants envoyés par centaines aux galères de Marseille. Au total, 24 villages dévastés, brûlés, meurtris. Des villages qui portaient les noms de Cabrières, Mérindol, Lacoste, Lourmarin, les habitués du Luberon, ceux qui vont passer leurs vacances dans cette très belle région de France, savent évidemment de quoi je parle. Qui étaient les Vaudois dont François Ier a ainsi fait une sorte d'exemple d'hérétique qu'il a fallu châtier? Bon, c'était certes aux yeux de l'Église des hérétiques, plus ou moins schismatiques, mais qui ne devaient pas être bien méchants. Pour vous donner un exemple, en 1501, lorsqu'il était passé sur place, le roi Louis XII avait examiné, il était en route vers le Milanais, il avait examiné la question vaudoise et il avait dit, bon, par Dieu, ces gens-là sont peut-être meilleurs chrétiens que nous. Eh bien, il n'empêche, pour François Ier, ils vont devenir, je vous l'ai dit, de véritables exemples, avec une répression absolument terrible. Si l'on veut comprendre cet acharnement des magistrats ex-soi, aidés par le roi François Ier envers ces pauvres gens, faut préciser peut-être que tous les domaines qui leur étaient saisis étaient octroyés à leurs persécuteurs. Et oui, ça aide, ça, forcément. Ce qui rendait l'affaire hideuse, dira Michelet, c'est que les parlementaires si zélés contre l'hérésie étaient des familles seigneuriales qui allaient recueillir la dépouille sanglante des victimes. Ils étaient juges et héritiers. Michelet a raconté comment, profitant du climat euphorique de la victoire de Cerisole, le clergé avait tout fait pour obtenir l'arrêt de mort des Vaudois. On détacha au roi un homme qui avait fort à expier, qui devait ménager les prêtres, l'ami de Barberousse, le capitaine Paulin de la Garde, écrit-il. Il lui parla à Chambord, dit que ce petit peuple était fort dangereux, qu'il faisait de la poudre, qu'il y avait là comme un avant-poste de l'empereur. On était en pleine guerre à la veille de l'invasion du Nord. Le roi est alarmé. Il dit « Défais-moi de ces rebelles ». Et Michelet ajoute un détail qu'on ne trouve pas chez la plupart des biographes de François. Il paraît que Paulin, dit-il, voulut un ordre écrit. Après la paix, le 1er janvier 1545, le cardinal de Tournon écrivit et présenta à la signature du malade une révocation de quoi? De la grâce accordée en 1541. Le roi signa sans lire, comme il faisait le plus souvent. Évidemment que c'est Michelet qui nous dit ça. S'il le dit, c'est qu'il a sans doute, malgré les grandes réserves qu'émettent souvent nos historiographes actuels sur les écrits de Michelet, il avait sans doute de bonnes raisons pour le faire. Le père Gabriel Daniel, qui est un historien jésuite et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas suspect de sympathie pour une hérésie quelconque, raconte l'horreur de ce massacre. Les troupes, au nombre de 6000 hommes, se mirent en marche vers Mérindol. Tout se rassembla à Cadenet, où le baron d'Oppède se rendit lui-même. Les villages de La Motte, de Martillac, de Villelaure, de Lourmarin, de Janson et quelques autres, où les Vaudois et les Luthériens avaient tenu leur prêche, furent trouvés abandonnés. On les réduisit alors en cendres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors j'entends forcément les objections des amateurs de la chronique royale qui disent « Mais qu'est-ce que vous avez contre ce François Ier ? C'est quand même l'ami de Léonard de Vinci, le fondateur du Collège de France, celui grâce auquel nous parlons français et qui a favorisé Jacques Cartier. » Reprenons ces petits détails, si vous voulez. Par exemple, Léonard de Vinci, on sait maintenant. Et j'avais eu l'occasion de le montrer dans une émission de télévision, dans l'ombre d'un doute. On était allé filmer aux archives de Kew en Grande-Bretagne un document qui montrait à quel point ce n'est pas le roi qui a véritablement invité Léonard en France, c'est bien sa mère, Louise de Savoie, qui d'ailleurs a logé Léonard chez elle au manoir de Cloux, au Clos Lucé, et lui a donné pension. C'est pour elle que Léonard a élaboré les plans d'un palais idéal à Romorantin et
mais comme on sait, le grand homme n'est finalement pas mort, comme on l'a dit, et comme Ingres l'a peint dans les bras du jeune roi. Le Collège de France, me dites-vous. Les 6 offices de lecteurs royaux fondés par François Ier en 1530 sont, c'est vrai, à l'origine extrêmement lointaine et tarabiscotés. Ils sont à l'origine du Collège de France. Mais à l'époque, ces maîtres en latin, en grec, en hébreu étaient encore dispersés dans les différents collèges. Ils échappaient, c'est vrai, au ressort du doyen de la faculté. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle le roi François avait créé ces postes, car il avait quelques griefs contre ce doyen. Mais le but n'était pas du tout de leur garantir une quelconque indépendance de pensée. Au contraire, faudra attendre Henri IV et surtout Louis XIII pour que le Collège de France prenne la valeur et la forme que nous lui connaissons. Alors c'est vrai que François Ier a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts, je peux pas vous dire le contraire, et qu'un des 192 articles de cette ordonnance royale d'août 1539 prescrivait l'usage exclusif du français dans la plupart des actes officiels. Mais dans l'esprit du chancelier Poyet, qui est à l'origine de cet acte que François Ier n'a fait que signer, comme souvent, dans l'esprit de Poyet, il ne s'agissait pas d'imposer le français comme langue nationale, pas du tout. C'était une mesure annexe, juridique, destinée à limiter les cas de contentieux sur l'interprétation d'obscures formules latines dans les textes notariés. C'était ça la vérité. Alors, pour finir avec Jacques Cartier, c'est vrai que pendant quelques mois, François s'est intéressé aux expéditions du navigateur Malouin, mais quand il a vu qu'elles étaient dépourvues de résultats probants, lui qui visait surtout l'or des Amériques, il s'est assez peu intéressé à tous les autres aspects de l'entreprise. Disons les choses, François Ier ne s'intéressait pas à la géographie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Voltaire. Alors vous allez me dire encore une mauvaise langue. C'est vrai, je ne vois guère, écrivait Voltaire. Dans François Ier, il écrivait ça dans une lettre à Gaillard, qui avait été le biographe de François Ier de son temps. Je ne vois guère dans François Ier que des actions injustes ou odieuses ou folles. Rien de plus injuste que le procès intenté au connétable de Bourbon. Je vous ai pas parlé de ça, mais il y aurait beaucoup à dire. Qui s'en vengera si bien. Ou que le supplice de Semblançay qui ne fut vengé par personne. Et c'est vrai que la mort du grand argentier Semblançay est une chose invraisemblable. L'atrocité et la bêtise d'accuser un pauvre chimiste italien d'avoir empoisonné le dauphin son maître, nous dit Voltaire, à l'instigation de Charles Quint, doit couvrir François Ier d'une honte éternelle. Et c'est vrai que le pauvre Montecuculi a été condamné à l'écartèlement vif. Vous imaginez ça? Il était totalement innocent, bien sûr. Il ne sera jamais honorable d'avoir envoyé ses 2 enfants en Espagne, ajoute Voltaire, pour avoir le loisir de violer sa parole en France. Quelques pensions données et mal payées à des pédants du Collège de France ne compensent point d'actions tant odieuses, nous dit Voltaire. Toutes ces guerres en Italie sont conduites avec démence. Point d'argent, point de plan de campagne. Son royaume est toujours exposé à la destruction et pour comble de honte, il se croit obligé de s'allier avec les Turcs dans le temps que Charles Quint délivre 18 000 captifs chrétiens des mains de ces mêmes Turcs. De fait, il me paraît assez juste dans le sillage de Voltaire de se poser la question, est-il un grand roi, celui qui abandonne les affaires de son royaume aux mains de sa mère, de ses maîtresses, de ses favoris, qui se parjure à Cognac pour échapper aux conséquences de ses actes, parce qu'il avait quand même signé à Madrid un traité de paix dont il n'a respecté aucune des clauses, et qui envoie donc ses enfants moisir en geôle à sa place, qui protège sciemment certains coupables et fait condamner des innocents, qui coûte cher en tout, qui revient toujours à la guerre, qui accentue les impôts dans tous les domaines, qui multiplie les dépenses de prestige, et je pense là au camp du drap d'or qui a été un des plus grands fiascos de l'histoire diplomatique de la France, qui enfin ne prend position en matière religieuse qu'en fonction des rapports de force du moment et va donc ordonner le massacre des Vaudois, et si ce n'était que cela. Il y a également, et surtout, diraient certains, une pratique dévoyée des institutions qui devait faire éclore donc cet absolutisme dont la France aurait tant de mal ensuite à se remettre. L'homme politique et historien Pierre-Louis Roederer devait écrire dès 1825 « Quand, après avoir réfléchi mûrement sur toute la vie de François Ier, on veut en venir à un jugement équitable sur sa personne, on reconnaît qu'il faut s'en tenir aux mots de Louis XII, ce gros garçon gâtera tout. François Ier ne fut en effet, pour l'esprit et pour la conduite, qu'un gros garçon, épais, borné, vain et présomptueux. Pour les femmes, ce fut sans doute un beau garçon. Pour les hommes de guerre, un brave garçon,
Mais ce fut pour ses ennemis, pour le pape Léon X, pour l'empereur Charles Quint. Ce fut un très petit garçon, et pour la France, disons-le tout net, ce fut un mauvais roi. Vous écoutez Radio Classique.